messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live. Alors, cette émission qui décrypte l'actualité avec les Africains. Aujourd'hui, on s'intéresse au Burkina Faso et notamment au capitaine Ibrahim Traoré qui le dit haut et fort. Et oui, le Bénin, la Côte d'Ivoire fourmentent contre son pays, fourmentent pour déstabiliser le Burkina Faso. On en parle ici sur le plateau avec nos trois invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Nous avons Foutsing, vous êtes militant panafricain, bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous avons Armand Iré, vous êtes journaliste, bienvenue. Merci. Et nous avons Djibi Batili, vous êtes initiateur du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Donc je reprends le thème. Oui, aujourd'hui on parle du Bénin, de la Côte d'Ivoire et bien sûr du Burkina Faso. Rien ne va plus dans cette zone-là. On a découvert qu'il y avait des flammes entre lui et le Bénin. Par contre, moi j'étais au courant qu'il y avait le feu qui couvait entre lui et la Côte d'Ivoire. Je viens de découvrir que le Bénin s'ajoute. Je pense que le président burkinabé a fait une sortie. À moins de lui dire d'envoyer les preuves, je ne conteste pas exactement ce qu'il a dit parce qu'il est chef de l'État. C'est de ça qu'on va débattre aujourd'hui. Oui, on va débattre de ça, mais déjà, vraiment la première question, c'est ça peut faire peur. C'est-à-dire que là, en Afrique de l'Ouest, en Afrique, en tout cas dans plusieurs parties du continent africain, on sent qu'il y a des tensions qui sont palpables. Et ça peut faire peur. Entre les pays. Entre les autorités, on insiste dessus, mais forcément, ça va avoir un impact sur... Ça craint, effectivement, ça craint. Ça craint parce que aller à un niveau d'accusation aussi, je ne vais pas dire burlesque, mais aussi, on va dire, assez spectaculaire, c'est le mot que je trouve, c'est qu'il y a vraiment de l'eau qui est dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz et il faut ensemble que ces pays-là puissent se réunir, comme ça avait été le cas entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les deux ministres de la Défense se sont réunis à la frontière. On avait pensé qu'ils avaient jugulé leurs différends, mais je vois que ça continue d'exploser. Et au sommet même de l'État burkinabé, le président vient de jeter la pierre sur deux pays. Et il va falloir vraiment réfléchir là-dessus pour trouver des solutions pour que ça ne s'embrasse pas. Tension en Afrique de l'Ouest, elle est palpable, elle est importante. Elle peut même s'embraser. Vous en pensez quoi? Quelles sont vos réactions? Moi, je pense plutôt qu'embrasement, non. Pour moi, la position du président burkinabé, c'est toujours pour un petit peu maquiller certaines réalités intérieures pour permettre de déplacer un petit peu le débat. Après, je parle vraiment de la zone, c'est-à-dire qu'il y a le Burkina, il y a le Niger, il y a le Bénin. Le Niger, d'accord, le Niger, il a des différences avec le Bénin. Est-ce que ce n'est pas fait de vouloir récupérer l'histoire entre le Niger et le Bénin pour en faire son propre histoire? Pour moi, c'est ça que j'ai compris. Et quand tu parlais de la Côte d'Ivoire, c'est aussi oublier que la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts au niveau des frontières avec les forces spéciales pour pouvoir maintenir les djihadistes. D'accord, donc c'est votre avis, quoi qu'il en soit, on revient dans un instant sur les questions précises concernant donc cette opposition. Tension? Oui, disons que effectivement il y a pas mal de tensions en Afrique de l'Ouest actuellement. On assiste à la scission de la CEDEAO avec trois pays qui en partent pour former l'Alliance des États du Sahel, avec la signature de la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023. C'est une charte qui crée justement sur la base naturellement d'un objectif de défense, un rapprochement entre trois États, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et on constate simplement que c'est en bout de chaîne qu'arrive cette scission. Et on va constater qu'il y a récemment une réunion qui a été organisée entre les représentants, les ministres des Affaires étrangères de l'AES et la CEDEAO. Dans cette réunion-là, on a par exemple Madame Barbosa, Suzy Barbosa, ex-ministre de la Guinée, Bissau, qui affirme naturellement qu'elle est témoin en tant que présidente à l'époque de la commission interministérielle des ministres des Affaires étrangères au sein de la CEDEAO, des efforts qui ont été faits par le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour essayer justement de faire entendre leur voix et de faire accepter par les chefs d'État la situation difficile dans laquelle leur pays se trouvait, de manière à trouver de la conciliation. Ils n'ont pas obtenu gain de cause et en désespoir, ils se sont donc retirés. Ça pose fondamentalement le problème des organisations
que nous avons en Afrique, des organisations sous-régionales et même de l'organisation de l'unité africaine avant et aujourd'hui de l'Union africaine, qui s'apparentent désormais à des syndicats de chefs d'État, dont la plupart sont des dictateurs, il faut le dire aussi, et qui malheureusement ne prennent pas en considération les aspirations des peuples, parce que malheureusement, on doit le noter, le peuple du Mali, le peuple du Burkina Faso et celui du Niger dans une moindre mesure faisaient face à des attaques terroristes, et il n'y a jamais eu une levée d'une armée quelconque, ni un soutien militaire quelconque de la part de la CEDEAO envers les États de la CEDEAO qui faisaient face à ces terroristes-là. On aboutit par contre à des sanctions parfois inhumaines, des blocages terrestres et maritimes qui empêchent aux médicaments d'entrer, aux produits de première nécessité d'entrer dans les pays de l'Alliance des États du Sahel qui sont tous enclavés. C'est tout à fait naturel qu'on arrive à des tensions de cet ordre-là, et on sait que les enjeux dépassent largement le cadre de l'AES et de la CEDEAO parce qu'il y a des implications étrangères qui sont assez importantes. On a vu des présidents étrangers faire des déclarations sur les sanctions, sur les interventions militaires qui sont préconisées contre le Niger. Et suivre immédiatement des déclarations au niveau de la CEDEAO pour confirmer des sanctions, pour confirmer des interventions militaires. On voit un deux poids deux mesures dans la mesure où le même État, il s'agit de la France avec le président Emmanuel Macron, était le premier à adouber la prise de pouvoir au Tchad par le fils Déby. Il a promis à l'époque que le fils Déby ne se présenterait pas comme candidat aux élections, ce qui a été fait. Le fils Déby a assassiné récemment un opposant, Yaya Dilo Djero, dans le siège de son parti. Aucune déclaration. Et par la suite, on se rend donc compte que, par contre, dans l'Alliance des États du Sahel, les dirigeants militaires qui font la même chose qu'au Tchad sont qualifiés de juntes. Donc il y a des enjeux qui dépassent le cadre de la CEDEAO. Pour le coup, encore une fois, ce sont vos propos. Il n'y a pas eu de jugement ou quoi que ce soit concernant l'assassinat, etc. Donc on fait attention sur le plateau d'affirmer certaines choses. Mais voilà, en tout cas, on a entendu votre message. Oui. Alors, on va revenir pour le coup sur le Burkina Faso et le Bénin, ainsi que la Côte d'Ivoire. Donc, on va parler du fond et de la forme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à ce stade-là, il est très important de parler du fond, donc concernant ces bases militaires que Ibrahim Traoré a pointé du doigt, et la forme. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la forme. Est-ce que c'était au président Ibrahim Traoré de prendre la parole, de dire les choses de cette manière-là? Est-ce que ça ne va pas envenimer la situation, ou au contraire, ce n'est pas un risque qu'il prend en disant tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ou ce que beaucoup savent? Donc voilà, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Alors parlons sur le fond. Donc on va rappeler, donc lors d'une conférence, une grande conférence qui a eu lieu au Burkina Faso, à Ouagadougou, eh bien le président Ibrahim Traoré a dit comme quoi à Abidjan il y a un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Personne ne peut le nier et on aura les preuves dans les jours suivants. Il continue avec le Bénin. 2 bases militaires françaises dirigées contre nous. Nous avons les preuves sous la main et nul ne peut le contester. Il est catégorique, il est sûr de lui. Pourquoi il est sûr de lui? Je ne saurais le dire. Parce que, pour moi, il n'y a que les preuves qui peuvent corroborer ce qu'il vient de dire. Il a parlé des preuves, attendons-les. Il a dit que dans quelques jours, les preuves seront disponibles. Attendons ces preuves-là. Sinon, on va le comparer à un populiste, à quelqu'un qui était face à une foule et face aux applaudissements. Il a dû prendre ce que je peux appeler, donnez-moi le mot exact, une envolée lyrique. Maintenant, est-ce que ces bases existent au niveau de la Côte d'Ivoire et du Bénin? Moi, par exemple, je sais qu'à Abidjan, il y a une base française, le 43e BIMA. Est-ce que dans cette base, il y a des éléments qui puissent affirmer qu'il y a une préparation d'une attaque contre la Côte d'Ivoire ou bien de l'espionnage contre le Burkina Faso ou bien de l'espionnage contre ce pays? On va faire de l'investigation pour découvrir la vérité. D'accord. Mais est-ce que cela serait possible? Qu'il y ait effectivement... Non, en termes d'influence actuelle, rien n'est impossible. Évidemment. Mais, en tant que chef d'État d'un pays, il y a une communication à ne pas dire. Pour le coup, on va en parler dans un instant. Mais déjà, est-ce que la question elle est claire? Est-ce que cela serait possible? Là, oui, c'est possible. Le Bénin et la Côte d'Ivoire, ils ont des accords militaires avec la France. Donc il est possible qu'il y ait des bases militaires
Mais donc déjà, il n'y a pas de base d'implantation de l'armée française au Bénin. Non, pas au Bénin. Il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire. Camp d'entraînement au Bénin. C'est-à-dire, c'est des militaires d'entraînement, on est en train de il y a des manœuvres, les manœuvres hautes, là d'accord. Mais quand tu as jusqu'à avancer, dit qu'il y a des bases françaises au Bénin, ça c'est un peu... Mais en Côte d'Ivoire, il y a une base française. Côte d'Ivoire, Gabon, Dakar, tout le monde sait qu'il y a des bases françaises, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, au Bénin, au Togo ou autre, je viens d'apprendre dans la bouche du président Ibé qu'il y a une base. Il y a des bases françaises au Bénin. Donc, ça dit que, comme mon collègue vient de le dire, on ne va pas plutôt avancer dans ces choses-là parce que c'est gravissime. Comment on peut accuser, c'est vrai, la France, c'est l'idéal, c'est l'alibi idéal pour pouvoir... Mais est-ce qu'il n'y a pas des preuves historiques qui peuvent faire penser que cela serait possible? Ce que je sais, par exemple, c'est que je sais pertinemment qu'au niveau de la présidence ivoirienne, je ne dirais pas au bon vieux temps, qu'il y avait un système qui permettait à la France d'avoir une vue sur la Côte d'Ivoire, au sein même de la présidence ivoirienne. Donc il y avait des instruments techniques qui permettaient à la France d'être informée sur tout ce qui se passait. Avec même l'aval même des dirigeants, même sous Laurent Gbagbo. Donc ça, je sais que ça existe. Maintenant, est-ce que la France a mis au Bénin et en Côte d'Ivoire des unités spéciaux, on dit des unités spéciales, pardon, pour essayer de déstabiliser le Burkina. Ça, c'est à voir. Et c'est, comme je le dis, il faut investiguer en tant que journaliste pour voir vraiment pourquoi est-ce que le premier dirigeant burkinabé a fait cette sortie-là. Je dirais qu'il faut analyser l'affirmation du capitaine Ibrahim Traoré de manière plus large et constater que malheureusement cela évoque la capacité de nos États à assurer la sécurité et la souveraineté au final de ces États-là sur nos territoires. C'est une question qui est fondamentale et qui prouve que jusqu'à présent encore l'Afrique peine à sécuriser ses frontières et son territoire. Des exemples concrets nous montrent bien que base militaire ou pas base militaire, il y a des possibilités de déstabilisation d'États africains par des puissances étrangères. On a notamment le cas du président Laurent Gbagbo qui, lui, dans un processus de contestation électorale face au candidat Alassane Ouattara, est destitué avec une opération de l'armée française sur la présidence de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas possible en l'état des accords de coopération actuels, parce qu'il faudrait une demande de la part du président en exercice pour que l'armée française puisse mener une action sur le territoire ivoirien. Dans le cadre des accords de l'ONU, à travers la résolution de 1975, mais elle représentait l'ONU, elle représentait les casques bleus. C'est comme ça que la France se dédouane. Mais la question est de savoir, est-ce que cette opération-là de maintien de la paix est une opération qu'on mène contre le palais d'un président de la République en exercice? Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, du coup, ça nous permet de comprendre qu'on peut tout à fait bien se retrouver dans un contexte actuellement avec des bases militaires étrangères sur le territoire africain qui peuvent mener des opérations de déstabilisation des autorités du pays en question. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a naturellement des accords de coopération qui justifient la présence de cette base militaire. Pour le cas de la Libye, notamment, il n'y a pas de base militaire étrangère en Libye. Cependant, l'Occident peut décider d'une intervention militaire en Libye et déstabiliser les pouvoirs et les autorités en place. Et aujourd'hui, on voit tout ce qui en découle jusque dans les États du Sahel en termes de terrorisme. Donc, on comprend que la question est vraiment une question qui ne devrait pas rester uniquement dans le cadre du Burkina Faso, mais qui peut s'élargir. Et c'est la question justement des bases militaires et de l'influence militaire étrangère en Afrique. Aujourd'hui, on a l'AFRICOM, qui est la force américaine pour le commandement américain pour l'Afrique. Et récemment, il y a à peine 2 semaines de cela, la France a créé également sa force pour l'Afrique. Donc elle retire à présent avec le retrait, la demande de retrait de ces troupes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le Sénégal aussi est en train d'évoquer la question avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc il y a une politique de retrait de la présence militaire, mais avec la création d'un commandement français pour l'Afrique, avec un général qui est lui, quelqu'un qui est chargé, spécialisé dans la propagande et dans la guerre informationnelle. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on peut élargir le débat, la vision, et reconnaître que malheureusement il y a beaucoup d'influences qui déstabilisent généralement nos États et qui posent
fondamentalement la question de la souveraineté. Et à mon avis, pour terminer vraiment sur le sujet, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle qui a été préconisée dans une très courte vidéo de Kwame Nkrumah. Il dit « African Union now, we must unite or we perish ». L'Union africaine maintenant, nous devons nous unir ou nous allons périr. Ça montre bien que sans une union qui est forte, on ne réussit pas à maintenir notre indépendance, sur le plan sécuritaire notamment, et la déstabilisation peut facilement arriver. Pour conclure, on se rend bien compte que l'union entre 3 États, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a permis d'enrayer une potentielle opération militaire qui était planifiée par la CEDEAO contre la République du Niger. Donc ça montre bien que l'union peut permettre effectivement d'endiguer ces velléités de déstabilisation de nos États. Très bien. Donc, pour revenir, donc on va resituer le débat. Donc aujourd'hui, on parle du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Donc on rappelle les propos de Ibrahim Traoré, donc président du Burkina Faso, donc qui le dit ouvertement et qui le dit à une salle pleine devant les caméras, comme quoi, oui, c'est vérifié, nous avons les preuves nécessaires pour. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, donc on parlait dans d'autres réunions, que ce soit les renseignements généraux d'un pays ou d'un autre pays, est-ce qu'aujourd'hui, M. Ibrahim Traoré devrait présenter les preuves pour clôturer le débat? Pour moi, déjà, aucun président que tu sois en conflit avec X ou Y ne doit pas avoir une telle communication ainsi. C'est anticonstitutionnel. D'accord. Après, encore une fois, vraiment... Ça dit que... Pourquoi je me répète? Donc, tu maîtrises la constitution du Burkina Faso? Oui, voilà. Non, je dis que... C'est pour ça que... Une telle façon de communiquer, qu'il soit du Sénégalais comme Ousmane Sonko, comme autres, comme ce qu'on reproche souvent des présidents qu'on juge populistes et autres, donc on les accuse de cela. Ce qu'on dit, en tant que président de la République, quand il sort, vaut mieux de sortir avec un tableau PowerPoint, de nous sortir des preuves à l'appui pour que la population puisse savoir. Parce que nous dire qu'il y a des bases au niveau du Bénin et que je vais vous sortir des... On ne doit pas dire ça. Parce qu'il a des services de renseignement. Peut-être que le président... Il a des services de renseignement. Les services de renseignement, tous les matins, il fait des briefings au niveau du président de la République. Donc, un président de la République ne doit pas sortir dire que j'ai des preuves, que je vais vous les sortir. Donc, ça dit, c'est ça que je dis. On est d'accord avec. Donc, ça dit qu'il aurait dû sortir. Seulement, c'est pas anticonstitutionnel. Non, je ne dis pas... Il a le droit de s'exprimer. Non, je ne dis pas anticonstitutionnel. Je dis que ce n'est pas une façon constitutionnelle de s'exprimer ainsi. Parce que le président de la République, qui a la charge d'un État, il y a une façon de communiquer. Quand on parle de l'ingérence au niveau de Libye, il y a bien des forces étrangères en Libye qui ont signé des accords avec des membres des conflits de certains. Donc ça dit que quand on parle il parle aussi pour que si ça se dessine, ça puisse être gommé du tableau. Après, il faut juste se dire que... Parce que lui, déjà, on savait déjà qu'il y avait une difficulté. Pendant 2 semaines, on ne le voyait plus. Et on disait qu'au niveau du Burkina Faso, il y a des possibilités, coups d'État qui sont coups d'État rampants. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a choqué, il n'y avait pas tellement d'embrouille au niveau de Ouagadougou. Il y a eu juste l'incident devant la télévision burkinabé, où il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Et puis, c'est à ça seulement qu'on a assisté. Mais Ibrahim Traoré était dans son palais présidentiel. Conseil de ministres, etc. Donc, voilà. Vraiment, pour revenir sur la question, après, encore une fois, Ibrahim Traoré est d'abord militaire. C'est-à-dire que dire que, conventionnellement parlant, ce n'est pas correct, etc. Est-ce que, pour la personne qui est Ibrahim Traoré, est-ce que finalement, non, ça dit que il y a un intérêt de dire ça aujourd'hui? C'est un soldat qui revient du front. Exactement. Donc lui, il est ça dit plutôt... que tout le monde l'estime en tant que combattant. Bien sûr. Mais malheureusement, quand un combattant n'est pas président de la République. Donc ça dit que Ibrahim Keïta, capitaine Ibrahim Keïta, quand il Traoré plutôt, quand il parle, le capitaine, quand il parle, c'est un soldat qui parle. Mais quand on dit président du Burkina Faso, c'est plus le capitaine qui parle. C'est le président, l'institut du président de la République qui parle. Est-ce que ça va changer le contenu? Est-ce que ça va changer le contenu de le dire de cette manière ou de le faire dire par une autre personne? Là, le contenu, il est très clair. Aujourd'hui, il affirme avoir des preuves nécessaires Attendons les preuves qui vont prouver... Il y a des preuves qui vont venir, mais il ne les a pas encore. Ces services secrets sont peut-être en action. Ou bien peut-être qu'il a les preuves. Il s'est assis là-dessus en attendant de discuter
véritablement avec ces pays-là. Mais il a lancé la balle. À eux de la saisir et de poser le cadre de discussion, parce que je pense qu'il a bien envie de discuter avec ces pays-là. Il sait que ces pays-là ont quelque chose contre son pays, le Burkina Faso, et donc en s'attaquant à eux comme ça publiquement, c'est pour les amener à discuter ou à réagir d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'au niveau du Bénin, il y a eu une réaction de ce genre le porte-parole a pris la parole, voilà. et pour le coup, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le porte-parole a pris... À Abidjan, il y a un calme là aussi. Exactement, donc finalement, voilà. C'est un peu deux poids, deux mesures. Donc au Bénin, donc, le porte-parole a pris, a tout simplement énoncé comme quoi il était prêt à montrer que non, il n'y a pas de base militaire française ici, dont l'objectif est tout simplement d'avoir un impact négatif sur le Burkina Faso. Donc il a dit clairement, il a dit comme quoi ils étaient ouverts à recevoir exactement les autorités nigériennes pour vérifier qu'il n'y a pas d'objectif de déstabilisation du Burkina Faso. Finalement, est-ce qu'on a eu un retour de la part du Burkina Faso? La meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense qu'il a dû attaquer. On a déjà la réaction du porte-parole adjoint, non? Ou bien sur le porte-parole même. Voilà, béninois. On attend maintenant la réaction du côté d'Abidjan, et puis on verra bien. Je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il a attaqué, on attend la réaction des pays, même si je pense que à mon avis, il devait d'abord réunir les preuves avant de lancer cette attaque-là. Je pense qu'en termes de preuves, j'ai entendu demander un PowerPoint que présentera un président de la République pour justifier ces affirmations ou ces allégations. Ça me semble quelque chose de très peu probable. On n'a jamais vu un président de la République faire une présentation quelconque pour justifier ces affirmations. Ce n'est pas son rôle. Cependant, à son niveau au sein de l'État burkinabé, c'est le premier des Burkinabés. Il y a très peu à parier qu'il n'ait pas les informations dont il parle. Je me dis qu'il faut certainement essayer de considérer que le capitaine Ibrahim Traoré a potentiellement des informations, à voir si elles sont vérifiées, si elles se confirment finalement ou pas. Libre également aux dirigeants du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Naturellement, le Bénin a déjà fait une déclaration dans ce sens, et de la Côte d'Ivoire qui traîne. Automatiquement, juste après la déclaration. Donc on attend de voir ce qui va en ressortir, mais d'une manière globale, on peut simplement se dire qu'aujourd'hui, la guerre est beaucoup plus informationnelle que sur le terrain, d'ailleurs. C'est pour cela qu'il y a énormément de propagande, qu'il y a énormément de déclarations qui sont faites, et il est tout à fait, à mon avis, légitime pour le capitaine Ibrahim Traoré, dans l'approche qui est la sienne vis-à-vis du peuple burkinabé, qui lui a fait confiance récemment, qui lui a renouvelé sa confiance pour 5 ans, de dire clairement les choses comme elles sont, de demander... Il y a eu un vote au peuple d'être témoin. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le peuple burkinabé a relevé leur confiance parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Je ne dirais pas le contraire. Hein. La question, justement, et c'est là où, effectivement, il faudrait qu'on en arrive. Est-ce que, forcément, dans nos États en Afrique, aujourd'hui, il est pertinent de vouloir maintenir le système de la démocratie occidentale? C'est une question de fond qu'il faut se poser, parce que, malheureusement, 60 ans après les prétendues indépendance aujourd'hui, quel est le résultat de ce système démocratique appliqué dans nos États? Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que finalement, pour les populations africaines, cela apporte le bien-être qu'on était en droit d'attendre avec toutes les ressources naturelles et humaines dont dispose l'Afrique aujourd'hui? C'est 70% de population jeune en âge de travailler. C'est des ressources naturelles immenses à perte de vue, et c'est des situations dramatiques, comme au Congo, des millions de morts jusqu'à aujourd'hui, également dans le Sahel. Pourquoi est-ce que des jeunes en viennent à prendre des armes pour devenir des terroristes? C'est généralement sous la base de la manipulation pour quelques billets, parce que naturellement, la situation des populations ne se compare pas avec la situation des élites. Et Thomas Sankara disait justement, lui, le Burkinabé, il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que la démocratie importée d'Occident pour la plaquer sur les sociétés africaines ne fonctionne pas forcément. Et il faut souligner, et c'est important de le rappeler, que à la différence de beaucoup d'autres chefs d'État qui disent avoir été
élus démocratiquement, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel s'expriment très généralement en présence de la foule, en présence de la population. Ils sont généralement au milieu de la population. On peut contester l'arrivée, on peut contester les relents démocratiques dans nos pays, parce que souvent, ça débouche sur les votes de dictateurs. On est d'accord avec. Mais ce que je veux dire, au risque d'élargir le débat, est-ce qu'il y a une autre manière, à part la prise des armes, ou bien le vote, pour accéder au pouvoir en Afrique? Parce que quand on prend les armes, on s'impose. Les putschistes, ils s'imposent avec leurs armes. Donc, ils ne donnent pas le choix au peuple. Alors que la démocratie, c'est de permettre au peuple de choisir son représentant. Maintenant, si c'est biaisé, on peut essayer d'arranger cela. Mais on a bien compris que le système démocratique peut ne pas fonctionner, peut fonctionner. C'est un vrai sujet. C'est la meilleure option. Si vous me permettez un exemple, pour le cas du Niger notamment, c'est un pays qui a connu entre 4 et 5 coups d'État dans les dernières décennies. Et on peut très bien constater que, effectivement, ce n'est pas la question du coup d'État ou de la démocratie qui compte. C'est la question de savoir est-ce que les dirigeants qui arrivent sont des dirigeants qui se positionnent pour le peuple et aux côtés du peuple ou non. Parce que naturellement, dans le cadre des 4 derniers coups d'État, on n'a pas vu la liesse populaire, l'accompagnement populaire qu'on a vu aujourd'hui avec l'arrivée du général Tchiani. Le général Tchiani arrive au pouvoir de la même manière que d'autres coups d'État, mais il a une grande manifestation. Pour vous, les manifestations des populations... Il s'est basé sur le fait qu'il a pris la France comme un épouvantail. Parce qu'au début, le peuple nigérien contestait le coup d'État. Exactement. À partir du moment où ils ont manœuvré et ils ont pris la France comme un épouvantail, le peuple s'est rangé de leur côté. Donc, c'est tellement intéressant de faire un coup d'État aujourd'hui et de dire que c'est la France que nous voulons attaquer. Et moi-même qui suis assis là, je vais dire, c'est parti, on attaque la France. Parce que déjà, moi, ce qui me pose problème au Niger, on reviendra sur le Burkina, une personne qui était sous enquête, il était menacé d'être... Il y avait un décret qui devait signer. Exactement, il y a un décret qui était sorti pour le renvoyer. Le lendemain, et il fait un coup d'État. Tu prends les armes. Mamadou Youssouf. C'est parti de son staff et ils m'ont conduit à Bazoum. Bazoum, qui fait partie d'un peuple qui n'est même pas bien représenté au Niger, puisqu'il fait partie du peuple arabe. Mais j'ai écouté ce monsieur, il m'a parlé, j'ai vu en lui un véritable démocrate, même si il a le pouvoir de gérer ce pays, parce que quand je le croisais, il était en ce moment-là ministre de l'Intérieur. Et devant moi, il a eu à régler des situations qui étaient vraiment... qui présageaient... Oui, après, on ne peut pas juger un président sur votre... Oui, sur bien sûr. Mais je pense que c'est un homme d'État qui a été balayé parce qu'il a voulu soumettre au public un décret. Il a été balayé, ok, mais celui qui arrive, il n'est pas plus démocrate que n'importe qui. Il n'est même pas un démocrate. Il a usurpé le pouvoir. Est-ce qu'il se revendique comme démocrate, le général Tchiani? Je ne suis pas sûr. Et aujourd'hui, il récupère la France comme un épouvantail. D'accord, donc là, en gros, on s'est un peu détourné du sujet principal, à savoir, est-ce qu'ils ont la légitimité du peuple? Actuellement, quand on parle de Burkina Faso, l'élément qui vend le mieux, c'est de dire France dégage, du Sénégal au autres. Donc c'est l'élément qui rapporte le mieux. Donc quand vous regardez tous les pays sahéliens actuellement qu'on parle, leur seul plan de com, c'est France dégage. Et un pays, on ne le développe pas. Et ça marche parce que la France aussi se comporte de manière... Malheureusement, la France n'a jamais été là pour développer l'Afrique. La France était là que... Donc il est où le problème finalement s'ils disent France dégage? Non, c'est une réalité. Parce qu'ils ne sont pas légitimes. Et ils utilisent la France comme un épouvantail, comme je le dis. Oui. Ils sont pas légitimes. Ils doivent nous donner des vraies solutions. Ils prennent la France pour consolider une certaine légitimité. Parce que, comme je vous l'ai dit au Niger, la population n'était pas d'accord aux premières heures du coup d'État. Et quand ils ont pris la France comme épouvantail, quand ils ont ressorti les accords avec Areva et autres, on a vu que la France exploitait royalement le Niger depuis l'indépendance. Le peuple nigérien s'est levé. Oui. Dans tous ces compatriotes. Finalement, il est où le problème? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de France dégage, si finalement la France est un problème, du pouvoir qui me cause problème. Donc voilà, il faut séparer les propos. C'est-à-dire que comment le pouvoir a été pris par les différents présidents de l'AES, c'est ça qui vous pose problème? C'est comment c'est ça?
Au Burkina Faso et au Mali, excusez-moi du peu, je vais être d'accord avec ces putschistes-là. D'accord. Parce qu'ils devaient faire face, ils font face à une situation de guerre. Il a fallu que des militaires pour affronter le terrorisme. D'accord. Donc le Mali ainsi que le Burkina Faso, pour vous considérez que ce sont des coups d'État légitimes, attendus et nécessaires? À mon avis. À votre avis, bien sûr. À mon avis. Au Niger, pour le Niger, c'est juste un félon qui s'est assis dans le fauteuil présidentiel parce qu'il a failli, il devait être radié de la présidence parce qu'il était le chef de la garde présidentielle. Il était le chef de la garde présidentielle, il devait être radié de la présidence, retourner dans son corps d'armée. Et juste pour ça, il a décidé de faire un. Il a décidé de faire un coup d'État. Il y avait une enquête sur lui pour détournement et corruption. Donc, comme que le président qui était sur place était en train de nettoyer pas mal de cadres de l'armée. Mais comment c'est-à-dire que donc il avait des objectifs personnels et comment il a réussi à convaincre finalement les autres si finalement il n'y avait pas d'intérêt de faire un coup d'État? Ces éléments ont fait le coup d'État. Ils ont emprisonné le président. Au début, ça traînait parce que c'est le problème du temps qui importe dans ce genre de situation. Le président est informé dans son palais, on dit il y a un coup d'État, les négociations se font, mais ça traîne. Et quand ça traîne, ceux qui sont au pouvoir établissent leur tentacule. Parce qu'il ne faut pas oublier en Afrique, les forces les mieux outillées en termes de logistique et d'armement, c'est la garde présidentielle. Dont il faisait partie. Il était le chef. Oui. Mais si je peux exprimer peut-être un avis un peu dissonant ou divergent de celui de mes collègues sur le panel, je dirais qu'il ne faut pas analyser les choses uniquement d'un point de vue personnel, parce qu'ici on parle de la gestion d'un État, et la gestion d'un État ne concerne pas qu'un individu. Je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait privilégier les modes d'accession dits démocratiques au pouvoir, parce que malheureusement les tripatouillages aux élections dans nos différents pays montrent bien que la démocratie est questionnable. Mais mettons même qu'il faille arriver au pouvoir par ces canaux-là. Par contre, ce qui compte le plus au final, c'est la situation du peuple. Et quelle est la situation du peuple, justement? C'est-à-dire que quel est l'état déjà de la souveraineté de nos États aujourd'hui? Voilà les questions de fond qu'il faut se poser. Et à ces questions de fond-là, ils répondent en disant on ne veut plus de bases militaires étrangères sur notre sol pour imposer quoi que ce soit. Et à partir du moment où les bases militaires étrangères ne sont plus sur notre sol, on est tout à fait en mesure aujourd'hui de revoir les accords de coopération avec les États étrangers, de revoir surtout, particulièrement, les accords en matière d'exploitation des ressources minières. Comment pouvez-vous expliquer que le Niger, un pays qui est le deuxième, peut-être, ou troisième plus grand producteur d'uranium au monde, ce soit un pays là où il n'y a pas d'électricité pour le peuple, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure de santé. Vous considérez que le général Tchiani s'est basé sur tout ça pour prendre le pouvoir? Mais c'est ce que je dis. Je ne défends pas le mode d'accession au pouvoir. Cependant, je constate derrière qu'il y a des actes concrets qui ont été posés. La dénonciation des accords de coopération militaire avec la France et donc la demande du départ des militaires français qui a été fait. On voit aussi aujourd'hui qu'il y a donc la relecture des accords de coopération, avec les exploitants miniers, et ce qui se poursuit d'ailleurs avec le domaine du pétrole qui a été découvert et qui commence à être exploité. On est en droit d'espérer en tout cas que prochainement il est tout à fait possible que les ressources du Niger servent véritablement comme il se devrait aux intérêts du peuple nigérien. C'est à peu près le même combat, selon moi. C'est plus le résultat qui compte plutôt que... La possibilité pour le peuple de pouvoir profiter de ses richesses, à mon avis, c'est ce qui compte le plus. Et pour y parvenir, il faut arriver déjà à la souveraineté. On va faire une petite pause, s'il vous plaît. Donc, on me dit en régie qu'il faut absolument faire une pause. On revient dans un instant. Vous êtes sur Vox Live. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos 3 invités du jour. Aujourd'hui, on parle du Bénin, du Burkina Faso ainsi que de la Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il entre ces 3 pays, surtout entre le Burkina Faso et ces 2 pays? Alors, on réitère donc le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a fait un long discours pendant plus d'1h30 devant une foule, donc une grande foule à
Ouagadougou, où il annonçait un peu la politique générale qu'il allait mener pour les 5 prochaines années. Et en même temps, donc, il a annoncé explicitement qu'il y avait des bases militaires dans certains pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui avaient pour objectif de déstabiliser donc le Burkina Faso. Alors, Léandre Oumbendi, donc porte-parole du gouvernement béninois, lui a expliqué que depuis 2022, ils ont des camps d'entraînement où les forces militaires s'entraînent, et tout simple pour se protéger des attentats terroristes qu'ils auraient pu et qu'ils pourraient vivre un jour. Donc voilà comment lui répond à ces allégations, en tout cas à ces propos, aux propos du président burkinabé. Alors, que dire? On a insisté tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, on attend les preuves pour se positionner. C'est vrai que c'est très difficile de faire une émission sur des suppositions. On a des preuves, mais on ne les donne pas encore. Donc, est-ce que vous pensez que le président va venir un jour ici, devant son peuple et donner les preuves exactes concernant donc ces supposés bases militaires, ces supposés camps d'entraînement? Certains disent non, que ce n'est pas son rôle. D'autres disent que c'est au pays, au Bénin et à la Côte d'Ivoire de venir expliquer, de montrer patte blanche en disant non, il n'y a pas de camp militaire, voilà à quoi ils servent, et ça n'a jamais servi à déstabiliser le Burkina Faso. Ce que je veux dire, c'est que le Burkina est un pays très bien organisé. Le Burkina a un gouvernement, un puissant gouvernement, et il y a une femme qui est ministre des Affaires étrangères que j'apprécie énormément. C'est une diplomate. Je pense que Ibrahim Traoré aurait pu l'envoyer au Bénin et en Côte d'Ivoire pour essayer de se plaindre. C'est-à-dire, donc, avant de prendre la parole publiquement, évidemment, vous pensez qu'on aurait dû faire différemment, à savoir on aurait pu user de diplomatie, parce qu'il a carrément tiré sur deux pays, et deux pays assez importants dans la sous-région. Il a tiré sur ces pays-là. Et c'est pas n'importe quel pays, ce sont ses voisins directs. Évidemment. Et ça, c'est important de le dire. Il a tiré sur ses voisins directs. Surtout, il a tiré sur la Côte d'Ivoire, avec qui il a une proximité géographique énorme. Pour le coup, il dit avoir des preuves. Donc, j'aurais voulu qu'il use de diplomatie. C'est pas parce qu'on est militaire qu'on n'est pas chef d'État. Quand on est chef d'État, il y a des solutions qu'il faut saisir dans une crise comme celle qu'il a développée, on va dire en criant, en ayant cette envolée lyrique devant la foule de l'Assemblée à Ouagadougou. Je pense, à mon avis, que c'est sur l'effet de cette foule-là qu'il a sorti ce pamphlet-là, à mon avis. Il aurait pu user de diplomatie, comme je l'ai dit. D'accord, donc sur la forme, vous insistez dessus depuis le début de l'émission. Il n'aurait jamais dû prendre la parole de cette manière-là et de dire ouvertement ce qu'il a dit. Il aurait dû envoyer quelqu'un d'autre et d'une manière différente. Ça, vous insistez dessus. Il faut dire par historique, les services de renseignement les mieux outillés au niveau de la sous-région et les Burkinabés. Donc ça veut dire que finalement, s'il dit qu'il a des preuves... Ça veut dire qu'on aurait dû bien aimer, parce qu'il y a une certaine coopération au niveau des services généraux. Donc eux, ils cherchent des informations qui sont tellement chaudes. Là, actuellement, on est en train de reprocher au niveau des services de renseignement ivoiriens d'avoir des fuites sur des djihadistes qui devaient quitter la frontière burkinabé pour venir à Abidjan pour être interrogés. Donc, ça dit que... On te dit que la Côte d'Ivoire n'a pas répondu, mais il y a une information qui a fuité, toi disant qu'il y a des djihadistes qui ont été attrapés par des forces spéciales ivoiriennes et qui sont en train d'être ramenés au niveau de Abidjan pour être interrogés. C'est la réponse, plus ou moins, au niveau de la guerre de l'information. Donc ça dit que c'est pour là qu'on dit qu'en tant que président de la République, c'est pas monsieur tout le monde, c'est ce qu'on reproche nous, au Sénégal, à Ousmane Sonko, de dire qu'il est devenu Premier ministre, il ne doit pas s'interpeller ou bien toujours à des discours tout le temps, va en guerre, parce que tu es président d'un pays. Même s'il y a des choses qu'on sait, actuellement il y a Wagner qui est derrière au niveau du Burkina Faso, qui est au niveau du Mali et du Niger, qui sont en train de faire du travail au niveau avec les djihadistes. On sait, il y a la présence, il y a la main russe qui est derrière, et pour que la main russe puisse être là, c'est la guerre de communication.
Voilà. Moi, c'est ça je ne vois pas le lien. Ah si, parce que imagine-toi qu'actuellement, pour mieux se positionner, c'est déjà d'accuser des pays qui sont soi-disant sous le menton de la France, qui soit le Bénin, la Côte d'Ivoire, qui sont des pays où on dit ils sont là que dans le précaré français. Donc pour un petit peu donner un petit peu de savoir, de contenu dans ta guerre idéologique. Donc vous pensez que cette action-là a été dictée par la Russie? Est-ce que c'est pas trop gros de dire ça? C'est-à-dire qu'il a son pays à gérer, ils ont constaté des choses, il dit avoir des preuves, on peut lui laisser le bénéfice du doute et surtout la paternité de son s'il n'y avait pas, on est en Afrique, s'il n'y avait pas un gros porteur qui est derrière pour le porter, il n'aurait pas à dire de telles communications. Donc vous estimez que Ibrahim Traoré est soutenu par la Russie, c'est pourquoi il a sorti ce qu'il a sorti. Il se rend assez fort parce qu'il a un soutien assez fort derrière qui lui permet de pouvoir... Oui, comme les autres pays sont soutenus par d'autres pays, par d'autres puissances étrangères, donc la question ne se pose pas finalement. Ça annule tout ça. Donc je voulais... je dirais que probablement il faut analyser les déclarations en partant du principe qu'un président de République, en l'occurrence le président du Burkina Faso, affirme avoir des preuves de ce qu'il y a des bases militaires au Bénin et une base opérationnelle en Côte d'Ivoire. On va attendre peut-être que les preuves paraissent. Pour le moment, ce que je peux dire, c'est simplement que il y a un choix qui est opéré visiblement par le président Ibrahim Traoré, c'est celui d'être totalement transparent envers son peuple, d'expliquer les choses telles qu'il les voit, de manière à ce que le peuple prenne conscience. Et à mon avis, c'est certainement une stratégie qui peut mieux le protéger, même s'il devait y avoir des tentatives de déstabilisation, dans la mesure où son peuple se sent quand même en confiance avec un dirigeant qui est transparent, qui rend compte, qui accepte de venir s'expliquer devant le peuple. C'est ce qu'on voit assez rarement chez nos dirigeants actuellement. Je pense que probablement faire des déclarations aussi fortes publiquement, c'est naturellement risquer de créer des tensions avec les voisins dans un contexte où il y en a déjà pas mal. On ne peut pas ne pas l'admettre. Cependant, on ne va pas non plus prétendre que dans le jeu politique et géopolitique, avec tous les enjeux qui se jouent actuellement au Sahel, qu'il n'y ait pas de possibilité de déstabilisation du Burkina Faso à partir de pays voisins. Ça s'est vu régulièrement. Était bonne, c'est-à-dire que le fait que ce soit le président du Burkina Faso qui prenne la parole et qui dise cela devant sa population, devant le monde entier, pour vous, ce n'est pas problématique? Je n'en juge pas. Je dis que ce sera au peuple burkinabé d'en décider, avec un dirigeant qui choisit naturellement d'informer le peuple de tout ce qui se passe, de manière à ce que le peuple soit conscient des enjeux, des difficultés, mais aussi des menaces internes comme externes qu'il y a sur la sécurité et la stabilité du pays. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que certains, que ce soit des partisans d'Ibrahim Traoré ou des opposants, qui disent attention, dire tout haut ce que l'on sait a amené certains vers la mort malheureusement ou vers des difficultés. Je pense que probablement le capitaine Ibrahim Traoré, en tant que chef d'État, a certainement des conseillers. Il ne peut pas s'avancer, selon moi, ce n'est qu'un avis personnel ici, il ne peut pas s'avancer à faire de telles déclarations sans avoir consulté des conseillers et des stratèges qui lui disent exactement qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire. Selon moi, c'est une décision qui a été prise de communiquer avec le peuple, de donner un certain nombre d'informations à ce peuple-là pour qu'il en tienne compte pour prendre la mesure du contexte où on a au Burkina Faso, effectivement, il y a quelques semaines de cela, des informations, des rumeurs, en tout cas, de coup d'État et de déstabilisation de son pouvoir. Donc, on ne peut pas, dans ce contexte, lui reprocher de vouloir naturellement peut-être se préparer ou se prémunir contre d'éventuelles opérations de déstabilisation qui pourraient partir de pays étrangers pour son pays. Et il faut noter, il le dit dans son propre discours, que même dans le Burkina Faso actuel, il y a eu des opérations de déstabilisation de pays voisins, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, qui ont été préparées. Donc il dit bien que le contexte de l'Afrique de l'Ouest, c'est un contexte qui malheureusement se prête à ce que des États soient des bases arrière de préparation de la déstabilisation d'autres États. Donc c'est de bonnes guerres, selon moi en tout cas, qu'il communique dessus avec son peuple. Ce qui me gêne, c'est qu'on parle toujours des déstabilisations de la France, mais on ne parle jamais des déstabilisations de la Russie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai jamais vu qu'il faut que c'est de bonnes guerres. Il y a deux puissances qui sont localement en Afrique qui se font la guerre pour des positionnements, pour des intérêts stratégiques.
Mais il faut que il faut jamais oublier que la Russie aussi fait des trucs de déstabilisation pendant les élections en Côte d'Ivoire. Ah bon? Donnez-nous des exemples. En utilisant des bases arrière qui étaient le Mali ou le Niger ou la Burkina Faso, parce que c'est une guerre de l'information. La désinformation, c'est une guerre, c'est l'une des premières guerres actuellement que le monde est confronté, c'est la guerre de la désinformation. Bien sûr, quoi qu'en soit, la Russie est pointée du doigt par rapport à... La Russie est un point dans là, on parle de choses... Franchement, je ne vois pas la Russie en train de... Non, parce que pour une simple raison, pour moi, de mon point de vue, si la Russie veut vraiment que son empire un peu influencé que les autres, comme le Sénégal, comme le Bénin ou le Togo ou autre... Mais et si la Russie agissait militairement et pas politiquement? Si elle agissait militairement, si elle aidait les pays militairement et pas politiquement? Parce que j'ai jamais vu. Alors, je pense que dans le contexte actuel, il faut bien resituer les choses. La Russie n'a pas de base militaire. C'est ça la différence, pays en Afrique de l'Ouest. Officiellement, la Russie n'a pas de base militaire à l'étranger. Oui. Mais ils ont ce qu'on appelle des agents militaires privés qu'ils utilisent comme Wagner, comme Blackbird au niveau des États-Unis, au niveau de l'Iran. Oui. Et personne n'est empêché de dénoncer cela. Ils ont African Corps qui a remplacé Wagner, qui est devenu African Corps au niveau du Mali, au niveau de Centrafrique et autres. Donc ça dit que c'est ça que là vraiment pour recentrer un peu le sujet, on parle de base militaire. Donc ça dit qu'un président ne va jamais sortir des communiqués où il met en difficulté ses voisins. Parce que stratégiquement, en termes militaires, le Bénin et la Côte d'Ivoire appuient une force de frappe que le Burkina Faso. Militairement. Si je peux terminer mon propos, alors je disais tantôt qu'il y a un contexte quand même qui se prête naturellement à ce que certains nombres de responsabilités soient mis sur le dos de certains États qui ont des bases militaires dans la sous-région, qui gèrent la monnaie avec les accords de coopération en matière économique et monétaire qui instituent le franc CFA depuis 1945, le franc des colonies françaises aujourd'hui, mais qui en réalité c'est le franc de la France qui est battu en France, géré avec des administrateurs français dans le conseil d'administration des États. Il y a des ingérences dans les processus électoraux. On a vu des présidents français, par exemple, se positionner rapidement et déclarer les vainqueurs, par exemple, d'élections en Côte d'Ivoire, avant même que la commission électorale se prononce à ce sujet-là. La Russie ne le fait pas. Donc, il ne faut pas essayer de comparer ce qui n'est pas comparable, parce que malheureusement, l'excuse de Wagner, mais c'est une excuse qui est périmée dans la mesure où, en réalité, qui sont les premiers États à utiliser ce type de force-là pour essayer d'avoir une certaine influence ou de déstabiliser dans d'autres États. Ce n'est pas la Russie, ce sont les États occidentaux qui les premiers ont eu recours à ce type de force-là. Il y a Bob Denard, pour le cas de la France par exemple, qui écrit un livre qui s'appelle Corsaire de la République. C'est un mercenaire. Qu'est-ce qu'on appelle un mercenaire? C'est exactement ce qu'on considère aujourd'hui comme étant Wagner. Et lui, il fait un livre naturellement où il relate comment il a participé à déstabiliser de nombreux gouvernements en Afrique et pour le compte du gouvernement français. Il s'est établi au comment sur la responsabilité de la France. Donc, il le dit lui-même dans un livre. Ce n'est pas le cas pour la Russie. Donc, je suis désolé, mais je ne peux pas, moi, en bien tout sûr, cas... qu'on accepte cette comparaison. Évidemment, c'est pas comparable, en tout cas, entre la présence française en Afrique et le coup de main de la Russie au niveau de l'AES. Il faut différencier. Parce que la France est présente politiquement, militairement et économiquement en Afrique. Alors que la Russie est présente militairement en termes de conseil auprès de ce qu'on appelle aujourd'hui ses alliés au niveau de l'AES. Après, c'est vrai que ça dépend des points de vue, parce que je pense que vous allez nous dire le contraire. Moi, je le dis. Moi, ce que je dis et je répète, je suis contre toute ingérence, qu'il soit français ou russe. Je dis, ce qu'on reproche à la France, il faut qu'on le reproche à la Russie. La France, il a été colonie au niveau de l'Afrique occidentale française, comme au niveau de l'Est. Donc tout le monde sait que la France a une mainmise sur les économies africaines et que tout le monde en déplore. Mais ça dit que ce que je dis et je répète, la France, qu'il soit la France, qu'il soit la Russie, doit laisser aux Africains gérer eux-mêmes leurs problèmes. Je suis contre l'ingérence de la France. Peu importe la puissance étrangère. Peu importe. Je suis contre la présence de la Russie au niveau de la Libye,
comme au niveau du Niger, comme ailleurs. La France et les États-Unis sont présents en Libye avec 2 camps. Actuellement, ça fait que la Libye, on ne peut pas avoir un gouvernement d'union nationale parce qu'on a 2 camps. Mais on est tous d'accord avec toi. Donc, la présence des puissances étrangères nous gêne énormément en tant qu'Africains. On est d'accord avec toi. Sauf que ce que tu compares n'a pas vraiment, si tu veux, excuse-moi du mot, oui, bien sûr. un certain sens. Parce que tu compares un pays colonisateur et colon, donc qui a une emprise réelle sur différentes entités, sur différents pays, et un pays qui vient les aider militairement. La France a beaucoup plus d'intérêt à maintenir un blackout total au niveau du pouvoir et de l'économie, plus que la Russie. Mais que gagne véritablement la Russie? Si, la Russie actuellement, il y a certaines mines qui ont été transférées à Wagner, qu'ils soient au niveau de Centrafrique comme ils soient au niveau de Mali. On va pas refaire l'histoire. Il nous faut les preuves pour ça. C'est une réalité. Il nous faut les preuves pour ça. Mais allez, on ne peut pas tout mélanger non plus. Donc ce que je veux dire, ça dit que il n'y a pas de monsieur propre ou de monsieur blanc en Afrique. Qu'il soit la Russie, qu'il soit la France, qu'il soit les États-Unis, ils sont là que pour des intérêts. Après, je comprends vos propos, après je comprends aussi leurs propos, à savoir la comparaison. Les réfugiés derrière la Russie aujourd'hui ont été vachement maltraités par la France, à mon avis. C'est pourquoi ils ont changé de tuteur. Je pense que la question au final se résout à la capacité de nos dirigeants à assurer la véritable souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas être d'accord avec le discours d'Ibrahim Traoré quand il commence naturellement son adresse au peuple en disant « camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle de nos États ». Qui veut peut l'appeler ainsi. Il y a un problème d'indépendance. Kwame Nkrumah dit par exemple que nous sommes dans la phase du néocolonialisme, mais c'est la phase la plus dangereuse de l'impérialisme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique, où nous ne sommes pas en mesure de décider pour nos États. La question n'est pas tant au niveau des étrangers qui peuvent venir sur le continent africain, la question est sur la capacité des leaders africains, des dirigeants africains, à être en mesure de se battre pour la souveraineté, pour les intérêts de leur peuple. Et s'il y a des contrats qui sont passés avec la Russie, mais qui sont équitables et qui permettent aux nations qui traitent avec la Russie de trouver les ressources qui sont nécessaires au bien-être des populations, c'est de bonne guerre, exactement comme la Chine. De se battre pour la souveraineté, mais de ne pas manipuler le peuple aussi. C'est ça que je dis. L'alliance avec... ma difficulté, c'est qu'avec la Russie, ma difficulté avec la Russie, c'est que ils ont une telle force de désinformation mondiale. Actuellement, ils ont la guerre entre c'est la storytelling établie par l'Occident sur la Russie. L'Afrique, oui, c'est clair. L'Afrique pour qu'il se développe. Il n'y a pas plus propagandiste que l'Occident. Mais justement, l'Afrique pour qu'il se développe. On se base sur ce qu'on lit à propos de la Russie avec les calibres occidentaux et on pense que la Russie est tellement diabolique, est tellement le diable en personne. Les États-Unis nous ont fait croire qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive. La raison pour laquelle on a vu les résultats. Donc moi, je pense qu'il y a une propagande mensongère au niveau de l'Occident, il faut le reconnaître. Ils savent créer une storytelling. On va reprendre ce débat, mais nous sommes déjà presque au terme de cette émission, donc on va finir quand même avec le thème du jour. On le rappelle, le Bénin. Que peut-il se passer dans les prochaines semaines entre ces deux blocs? Que Ibrahim Traoré donne ses preuves et qu'il fasse preuve de diplomatie, comme je le disais tantôt. Il a une parfaite ministre des Affaires étrangères qui, en plus de ses qualités, est une très belle femme. Il peut l'envoyer auprès de ses homologues ivoiriens et béninois pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la tension peut monter? Moi, je ne pense pas que la tension ne montera pas. Ça n'ira pas loin? Pour une simple raison, le Burkina a besoin de la Côte d'Ivoire comme il a besoin du Bénin. Donc, comme mon collègue vient de dire, obligatoirement, il y aura des négociations. Mais avant chaque négociation, il faut monter les enchères.
Donc actuellement, Ibrahim était en train, son excellence, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est en train de monter un peu les enchères pour qu'au moment de la négociation, qu'on puisse avoir le minimum. D'accord, ok, très bien. C'est un point de vue. Je pense qu'il n'y aura pas d'escalade. Je pense que c'est des déclarations qui permettent naturellement de bien fixer le contexte, de faire aussi savoir à ceux qui sont les vis-à-vis ou les voisins qu'on les tient à l'œil, qu'il y a une certaine surveillance pour s'assurer effectivement qu'il n'y a aucune action qui soit initiée pour déstabiliser l'État burkinabé. C'est de bonne guerre. Dans le contexte actuel, je dirais qu'il faut saluer en tout cas la projection, outre l'aspect sécuritaire de l'Alliance des États du Sahel, vers une confédération. C'est, à mon sens, la voie vers laquelle il faut aller. C'est le projet premier des pères du panafricanisme avec le projet de l'Union africaine, celui d'une intégration réelle, pas simplement au niveau des dirigeants, mais au niveau des peuples également. Kwame Nkrumah disait un gouvernement, une armée, une monnaie, de manière à ce que l'Afrique puisse être suffisamment en même de défendre ses intérêts, de protéger sa population et de réaliser le bien-être de son peuple. En parlant de population, parce que c'est vrai qu'il a énormément insisté sur « j'ai quelque chose contre les autorités, mais je n'ai rien contre les peuples ». Que ce soit béninois et burkina et ivoirien. Il a insisté dessus parce qu'il sait, je pense, que ça peut avoir un impact négatif sur les populations. Et si vous me le permettez, donc moi j'ai regardé pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Comme on dit. Et on sent quand même que les populations commencent à rentrer dedans, à savoir oui, mais, etc. Est-ce que communication manipulatrice? Oui, mais il faut vraiment faire attention. Est-ce que vous pensez que... Nous, on fait attention en tant que Sénégalais parce qu'on a eu ce problème-là en 1989. Avec la Mauritanie et le Sénégal. Totalement. Il y a eu beaucoup de morts après une histoire entre un berger et il ne faut pas sous-estimer cela. C'est-à-dire que les populations... Donc, ça dit que moi, j'insiste beaucoup au président de dire que le président, vous pouvez vous entretuer. Mais pas les populations. Nous, déjà, j'ai un cousin à Burkina Faso, j'ai un cousin en Côte d'Ivoire ou autre, on est du même grand-père. Et donc, ça dit que les présidents... Ça a été géré au niveau de l'affaire. Vous vous rappelez des soldats qui ont été détenus entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais à mon humble avis, à part comment dirais-je, les excités militants du RHDP, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, ou bien des excités militants de la junte, mais la population dans son ensemble a réussi à juguler cette histoire. D'accord. Vous voyez? Donc, la population est très réfléchie aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Elle est très intelligente aussi. Donc, vous pensez que ça n'aura aucun impact sur les populations, sur les relations entre les populations? Je ne pense pas. Parce que même au niveau du... Je vais terminer. Parce que même au niveau de la Côte d'Ivoire, on a accueilli des déplacés du Burkina Faso et on a construit des cités au nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont tellement bien logés que même des Ivoiriens, et je ne pense pas que ça puisse vraiment peser au niveau des populations. Rapidement, et on clôture avec vous. Oui, je pense qu'il y a une grande prise de conscience, une maturation politique au niveau des populations aujourd'hui. Je crois que le contexte également de l'avènement de l'AES a participé à démocratiser le débat au niveau des couches populaires également. Le ministre des Affaires étrangères du Niger le soulignait désormais au Niger. Même dans l'arrière-pays, les gens sont conscients des enjeux, des nécessités effectivement de changer d'orientation, des questions de souveraineté, mais aussi pour répéter que... Si vous me permettez de terminer. Et nous sommes au terme de l'émission. Donc, je pense qu'effectivement, ça participe d'une prise de conscience, en tout cas, de ce que le débat politique soit également au niveau des peuples. Et c'est bien pour le futur de l'Afrique, parce que moi, je suis par exemple militant de la Ligue panafricaine UMOJA. Nous sommes une organisation qui vise les États-Unis d'Afrique, ou une fédération d'Afrique. Et cela ne peut arriver que dans le contexte où les peuples africains auront pris conscience naturellement des enjeux politiques et géopolitiques du continent, mais aussi de la scène publique internationale. Donc les peuples pour vous sont panafricains, les peuples vivants sur le continent africain sont panafricains, et donc ils sont assez panafricains pour ne pas finalement tout mélanger. Je dis que c'est dangereux, mais qu'il y a un débat qui permet quand même de faire en sorte que les peuples s'intéressent à des questions qui autrefois étaient laissées simplement à l'échelle de Je vais toujours dire une chose, rappel. Moi, nous qui avons été en 89 ou en 86 avec des bagarres pour la démocratie au Sénégal, la majeure partie des peuples africains étaient conscients depuis lors
c'est les dirigeants africains qui n'ont jamais été au rendez-vous. Mais les pauvres Africains ont toujours été conscients. En tout cas, on va terminer sur ces paroles-là. Merci à tous nos participants. Merci. Donc, c'est très court, 1 heure. Merci bien sûr à nos téléspectateurs. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous souhaitez éventuellement parler à nos chers débatteurs du jour. Vous êtes aussi bienvenus ici sur le plateau de Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité avec les Africains. Allez, rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre émission. Bye bye.